Le 22 mai 1998, à 8h47 du matin, au sommet du mont Everest, à 8848 mètres d'altitude, Francis et Sergueï Artsentiev s'embrassent sans masque à oxygène qui obscurcissent leur visage. La photo montre un triomphe pur. Ce qu'elle ne montre pas, les pupilles de Francis sont légèrement dilatées. Les lèvres de Sergueï ont une teinte bleutée à peine perceptible. Ils sont déjà en train de mourir. Dans 28 heures, ni l'un ni l'autre ne redescendront vivants. Francis, 40 ans, originaire de Norwood, dans le New Jersey, est sur le point de devenir la première américaine à atteindre le sommet de l'Everest sans oxygène supplémentaire. Sergueï, 47 ans, pilote de ligne commerciale émigré de Moscou, l'accompagne dans ce rêve. Ils ont grimpé ensemble pendant 7 ans. Ils ont laissé leur fils Paul, 11 ans, à la maison. Ensemble, ils vont conquérir la montagne. Ensemble, la montagne les gardera tous les deux. L'histoire commence 7 ans plus tôt, en 1991, dans une salle d'escalade du New Jersey. Sergueï Artsentiev, récemment arrivé aux États-Unis, enseigne l'alpinisme. Francis Di Stefano, récemment divorcé avec un jeune fils, cherche une nouvelle identité. Elle mesure 1,68 mètres, possède une carrure athlétique et des cheveux blonds qu'elle attache toujours en queue de cheval. Lui mesure 1,425 mètres, mince, avec des cheveux noirs qui commencent à grisonner. Lors de leur première conversation, elle lui demande s'il est possible de gravir de vraies montagnes. Il sourit. Vous pouvez grimper n'importe quoi si vous avez la volonté. Leur première ascension ensemble a lieu en 1992. Le mont Rainier, 4392 mètres. Sergueï observe comment elle grimpe, note son rythme, sa détermination. Plus tard, il confiera à un ami. Elle grimpe comme une femme qui a quelque chose à prouver. Ce n'est pas une critique, c'est une reconnaissance. Ils se marient en 1993. Leur lune de miel se passe dans les Rocheuses. L'alpinisme devient leur mariage. Les sommets deviennent leur langage commun. Entre 1995 et 1997, l'obsession prend forme. Francis apprend que seulement 6 femmes américaines ont atteint le sommet de l'Everest. Aucune sans oxygène supplémentaire. Cette statistique la hante. Elle commence à dormir dans une tente hypoxique simulant l'altitude. Chaque week-end, des ascensions d'entraînement. Son fils Paul, maintenant âgé de 11 ans, dira plus tard « Maman s'entraînait toujours pour la prochaine montagne ». Sergueï possède 22 ans d'expérience en alpinisme, plusieurs sommets de plus de 8000 mètres sans oxygène à son actif. Ensemble, ils élaborent le plan. Conquérir l'Everest ensemble, sans oxygène, prouver qu'un couple marié peut atteindre le plus haut niveau de l'alpinisme. En avril 1998, ils arrivent au camp de base de l'Everest. Leur Sherpa principal, Lakpa Sherpa, 34 ans, originaire de la région du Makalu, avec 8 sommets de l'Everest à son actif, exprime immédiatement ses inquiétudes. Ils sont de bons grimpeurs, mais l'Everest sans oxygène. Très peu réussissent. Les autres équipes les remarquent, le couple russe qui tente le No O2. Francis se lie d'amitié avec Cathy O'Dowd, 28 ans, grimpeuse sud-africaine tentant de devenir la première femme sud-africaine à atteindre le sommet. Francis lui confie « Sergueï et moi allons prouver que le mariage et l'alpinisme peuvent coexister au plus haut niveau. Le plan est précis. Assaut au sommet les 20 et 1 à 22 mai. Stratégie. Grimper séparément pour plus de sécurité, se retrouver au sommet. Sauvegarde. Les deux portent des radios, de l'oxygène d'urgence inutilisé, sauf en cas de mort imminente. Le conseil de l'ACPA est clair. Faites demi-tour avant 14 heures, sans exception. Ils hochent la tête avec confiance. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que cette confiance deviendra leur condamnation à mort. Le 20 mai 1998, au col sud, à 7925 mètres d'altitude, à 18h30, l'ACPA remarque l'atout de Francis. « Vous êtes malade ?» demande-t-il. « C'est juste l'altitude. »« Je vais bien, » répond-elle. La température est de négatif 10 à 8 degrés Celsius. Les vents soufflent à 40 km/h. Les prévisions météorologiques annoncent la fermeture de la fenêtre météo
le 23 mai. L'ACPA insiste. Nous devrions attendre un jour, vous laisser vous reposer. Sergueï le coupe. Nous partons à minuit. Le temps est bon maintenant. L'ego prend la décision, pas le cerveau. L'ACPA le dira plus tard. Je vois ça tout le temps. L'ego décide, pas le cerveau. Le 22 mai 1998, à 1h15 du matin, le départ. Vérification des lampes frontales. La batterie de Francis est à 60%. Sergueï suggère des batteries supplémentaires. Trop lourd. Je vais avancer vite, répond Francis. Ils se séparent à 1h40 du matin selon le plan. D'autres équipes, avec oxygène, les dépassent tous les deux. Ce qui aurait dû être un signal d'alarme devient simplement un fait accepté. Ils grimpent lentement, mais ils grimpent. À 7h05 du matin, à 8504 mètres, près du South Summit, un membre de l'équipe de Scott Fischer dépasse Francis. Il note qu'elle avance très très lentement. Il demande « Vous allez bien ?» Francis, avec un léger bégaiement, juste, fatigué, presque là. Il remarque qu'elle ne porte pas correctement ses gants, présage d'engelure. Mais il n'intervient pas. Tout le monde souffre ici haut. Ce moment d'indifférence ordinaire scelle son destin. À 8h15, Sergueï atteint le sommet seul. Il appelle Francis par radio. « Où es-tu » Sa réponse, faible, proche. 20 minutes. Sa décision, attendre ou descendre pour l'aider, il attend. Si à ce moment précis, il était redescendu vers elle, les deux auraient pu être survécus. Mais il attend au sommet, dans le vent, à négatif 25 degrés Celsius, son corps brûlant les dernières réserves d'oxygène. À 8h47, Francis atteint le sommet, 47 minutes après Sergueï. Cela équivaut à 14h47 en temps d'ascension, 9 heures de grimpe. Elle est restée au-dessus de 7925 mètres pendant 19 heures. La règle de l'ACPA, faites demi-tour avant 14 heures. Ils l'ont violée de près de 7 heures. Tous deux ignorent leur propre confusion croissante. Le cerveau manque d'oxygène. Les décisions deviennent impossibles. Mais l'euphorie du sommet masque la vérité. Ils sont déjà en train de mourir. La descente commence à 9h30. À 8748 mètres, en descendant le Hillary Step, Sergueï aide Francis sur les cordes fixes. L'équipe de Ian Woodall, 38 ans, ancien des forces spéciales britanniques, leader de l'expédition du Johannesburg Sunday Times, les croise en montant. Woodall, qui possède une formation médicale militaire, remarque immédiatement la coordination de Francis était défaillante. Elle a tâtonné 3 fois avec le mousqueton. La température est de négatif 25 degrés Celsius. Il estime mentalement sa saturation en oxygène. En dessous de 40% peut être 35%. Premier symptôme de AS, œdème cérébral aigu des hautes altitudes, la confusion. Francis demande à Cathy O'Dowd, qui grimpe avec Woodall, dans quelle direction est le bas. Elle regarde vers le bas en posant cette question. À 11h15, à 8595 mètres, ils n'ont descendu que 152 mètres en 2 heures. Cela devrait prendre 30 minutes. Les symptômes de Sergueï émergent. Il trébuche sur un terrain plat, ne se souvient plus quelle corde il a clipsée. Francis est pire. Elle s'assoit, refuse de bouger. « J'ai besoin de dormir ». Sergueï la tire debout. D'autres grimpeurs passent, offrent de l'aide. Sergueï, par fierté. « Nous allons bien, pas besoin d'oxygène ». Le refus devient un meurtre involontaire. À 13h40, à 8412 mètres, au balcon, Francis s'effondre. Elle ne peut pas se tenir debout sans soutien. Les signes neurologiques sont évidents. Pupille fixe et dilatée, discours incohérent, si froid, ne peut pas. Ou incapable de saisir son piolet. Sergueï prend la décision fatale. Je vais chercher de l'aide. Tu restes ici. Il l'adosse contre un rocher. Il continue seul vers le bas. La séparation fatale. À 14h50, Sergueï est à 8169 mètres. Il rencontre Anatoly Boukreyev, 39 ans, grimpeur légendaire originaire de Korkino en Russie, héros des sauvetages de l'Everest en 1996, avec plusieurs sommets de 8000 mètres à son actif. Boukreyev monte.
Vous avez besoin d'aide ? Demande Tehil. Sergueï, en anglais cassé, ma femme, là-haut. Je prends oxygène, je reviens. Boukrev offre d'aider. Sergueï refuse. Je peux le faire, je suis fort. Boukrev le regarde descendre. Le sauvetage refusé. Le seul homme capable de sauver Francis, renvoyé. À 15-20, Sergueï disparaît. Plus jamais vu vivant. La théorie, il est tombé en tentant de remonter avec de l'oxygène. Son corps sera retrouvé 1 an plus tard à 8077 mètres. L'épreuve. Harnais d'escalade déchiré, suggérant une chute pendant un travail sur corde. Le mari dévoué, mort en essayant de la sauver. Pendant ce temps, Francis, à 8412 mètres. À 6 et 0, la température chute à négatif 32 degrés Celsius. Le vent augmente, rafale de 64 km/h. Elle est seule depuis 2 heures et 20 minutes. D'autres grimpeurs passent, la voie continue. La crise éthique. Personne n'est assez fort pour aider sans mourir soi-même. Dans la zone de la mort, au-dessus de 7925 mètres, le sauvetage signifie généralement 2 morts au lieu d'une. Le calcul froid de l'altitude extrême. Le 23 mai 104-28, à 6h30 du matin, l'équipe de Jan Woodall redescend après leur propre sommet. Ils trouvent Francis toujours vivante, 15 heures seule, à 8412 mètres. Sa température corporelle centrale, estimée à 28 degrés Celsius, hypothermie sévère de stade 3. État médical, selon le compte-rendu de Woodall, peau cireuse, gris-bleu, yeux ouverts, pupilles massivement dilatées, non réactives. Respiration superficielle, 6 respirations par minute, la normale étant de 12 à 20. Mousse rose et mousseuse aux lèvres, œdème pulmonaire. Main noire d'engelure figée en position de griffe. Conscience, semi-consciente, peut parler légèrement. Ces mots. Ne me laissez pas. Répétez. S'il vous plaît, ne me laissez pas ici. L'évaluation de Woodall. HAS, œdème cérébral avancé. HAP, œdème pulmonaire aigu, des hautes altitudes, poumons se remplissant de liquide. Hypothermie, stade 3, près de la mort. Engelure du 4e degré, mains et pieds. Son opinion médicale, elle avait des heures, peu, être moins, nous ne pouvions pas la porter, nous pouvions à peine marcher nous-mêmes. À 6h50, le choix terrible. Woodall et O'Dowd passent 20 minutes avec elle. Ils lui donnent de l'oxygène de leur bouteille. Elle devient légèrement plus cohérente. Cathy O'Dowd lui tient la main. Francis demande « J'ai si froid, où est Sergueï ?» Ils lui disent « Il est allé chercher de l'aide, il arrive. » Le mensonge de la pitié. Woodall dit « Nous devons partir maintenant ou nous mourrons aussi. Je suis désolé. » Francis répète « Ne me laissez pas ici. » Cathy O'Dowd pleure, elle-même en hypothermie. Il la laisse consciente. À Sebdix, à 8412 mètres, Jan Woodall passe un appel radio au camp de base. Il signale la position et l'état de Francis. Réponse du camp de base, aucun sauvetage possible à cette altitude. L'équipe de Woodall doit descendre ou mourir elle-même. Cathy O'Dowd jette un dernier regard en arrière. Elle voit Francis essayer de faire un signe. Horodatage, Sep 12. Dernière observation, confirmée de Francis Arsentiev vivante. Les quasi-sauvetages qui hantent. Si Sergueï n'avait pas refusé l'aide de Boukrev, tous deux auraient pu être sauvés. S'ils avaient atteint le sommet 2 heures plus tôt, descendent dans des conditions plus sûres. Si le conseil de l'ACPA d'attendre un jour avait été suivi, fenêtre météo différente. S'ils avaient transporté de l'oxygène en secours, autosauvetage possible. S'ils avaient fait demi-tour à 14h00, protocole standard. La distance de Francis au col sud. La sécurité, 366 mètres. Pour un grimpeur en bonne santé, 90 minutes. Avec de l'aide, même compromis, 3 à 4 heures possibles. Le temps qui lui restait quand on l'a trouvée, inconnu, mais elle a survécu, au moins jusqu'à Sep 12. Si l'équipe de Woodall avait été plus forte, ou avait eu plus de personnes, ou... Le corps de Francis est resté visible depuis la route d'escalade. Elle est devenue connue sous le nom de « La Belle au bois dormant ».
allongé sur le côté, veste violette, bras étendus. Les grimpeurs l'ont vue pendant 9 ans, de 1998 à 2007. Beaucoup l'ont décrite comme ayant l'air paisible, le masque de la mort. En 2007, Ian Woodall est revenu, a effectué une cérémonie funéraire, la couverte d'un drapeau américain. Le corps de Sergueï a été retrouvé en 1999, un an plus tard. Emplacement 8060 17 mètres, 335 mètres en dessous de l'endroit où il a laissé Francis. Preuve, piolet toujours en main, corde déchirée du harnais. Reconstruction, remontait avec de l'oxygène quand il est tombé. Cathy O'Dowd atteint le camp 4 dans un état dissociatif. Elle continue de dire « Je l'ai laissée vivante ». Elle montre des signes cliniques de réaction de stress aigu, engourdissement émotionnel, lavage répétitif des mains, réponse traumatique, incapacité à manger. Dans des interviews ultérieures, j'entends encore sa voix dire « Ne me laissez pas, je l'entendrai toujours ». Ian Woodall souffre de SSPT sévère. Il déclare plus tard « J'ai pris la bonne décision, mais je ne me le pardonnerai jamais ». Il retourne à l'Everest en 2007 spécifiquement pour donner une sépulture à Francis. Il le décrit comme « le seul moyen pour que je puisse à nouveau dormir ». La communauté des grimpeurs débat, les grimpeurs de passage auraient-ils dû aider? Le parallèle avec David Sharp en 2006, même crise éthique. Le consensus se forme, au-dessus de 7925 mètres, le sauvetage signifie généralement 2 morts au lieu d'une. Ce qui a été trouvé lors de la mission funéraire de 2007. Le corps de Francis à peine décomposé, conservation par le gel, veste violette, North Face intacte, alliance encore aux doigts noircis, appareil photo dans la poche, aucun film récupéré, gelé, détruit. L'équipe de Ian Woodall l'enveloppe dans le drapeau américain, la recouvre de pierres, il lit une prière. Tu peux te reposer maintenant. Paul Di Stefano avait 11 ans quand ses parents sont partis pour l'Everest. 11 ans quand il est devenu orphelin. Élevé par ses grands-parents. Interview ultérieure, à 20 ans, j'ai été en colère pendant des années. Ils ont choisi la montagne plutôt que moi. À 30 ans, j'ai fait la paix. Ils sont morts en faisant ce qu'ils aimaient ensemble. Le fardeau de l'enfant, vivre avec ce choix. Le sommet atteint. Francis EST, devenue la première américaine à atteindre le sommet de l'Everest sans oxygène. Le record tient toujours, son nom dans les livres de records. La Belle au bois dormant, visible pendant 9 ans. On estime que plus de 500 grimpeurs sont passés devant son corps. Certains ont pris des photos, plus tard détruites par honte. Elle est devenue un point de repère, 50 mètres au-dessus de la Belle au bois dormant. Sa mort utilisée comme récit d'avertissement dans chaque briefing de l'Everest. Francis Arcentieff a réalisé son rêve. Elle est devenue la première femme américaine à atteindre le sommet du mont Everest sans oxygène supplémentaire. Un record qui tient toujours. La photo du sommet montre son triomphe. Ce que les livres de records ne montrent pas, elle est morte à 274 mètres de la sécurité, consciente et seule, suppliant des étrangers de ne pas l'abandonner. Son mari est mort en tentant de la secourir, tombant à sa mort pendant que leur fils de 11 ans attendait à la maison des parents qui ne reviendraient jamais. Elle a atteint le sommet, mais a tout perdu. Il a tenté le sauvetage, mais n'a réussi qu'à rendre leur enfant orphelin. Il voulait prouver qu'un couple marié pouvait conquérir l'Everest ensemble sans oxygène. Ils avaient raison, ils l'ont fait ensemble. Et ensemble, ils ne sont jamais rentrés chez eux. La montagne les a gardés tous les deux.